Alors, c'est méchant ce que je vais dire, mais il va falloir que tu me dises qui tu es parce que il y en a qui ont oublié. Si tu en parles à ton grand-père, il va se rappeler peut-être, ou à ton père. Non, non, mais même moi, mais je veux dire, en fait, le problème, c'est que c'est comme Luc Alphand. Tu sais, les gens, ils se souviennent plus qu'il a été skieur. Ils se rappellent de lui qu'il a gagné le Dakar. C'est vrai, plus skieur. C'était plus récent. En fait, moi, qui je suis? Pour situer le bonhomme. Cette année, 42e année de contrat professionnel dans le motorsport. 42 ans. Tu vois, motorsport, moto et voiture. En fait, ouais, j'ai commencé l'enduro en 84, champion de France. Et en fait, à la base, je suis un vrai passionné d'enduro. C'était ma discipline de base. Et dans cette discipline, j'ai eu quelques titres. Alors, je crois 11 titres de champion de France. Quelques titres. Et 2 fois champion du monde, donc moins que toi. Ça n'a rien à voir, mais oui. Parce que c'était pas c'était à cette période où je faisais le championnat du monde, c'était plus vraiment ma priorité. Et surtout, un truc que je suis assez fier, que pas beaucoup de gens se rappellent, c'est que j'ai gagné 5 fois les 6 jours au scratch. Mais moi, c'est le recordman. Je suis le recordman. Hein. Je crois qu'après, c'était peut-être Aola ou quelque chose comme ça. Non, pas Aola. Je pense que derrière. En tout cas, il y en a un qui arrive à bloc, c'est Garcia. Ah oui. Mais je vais lui dire, faut niquer Peter. Ah, bah, c'est pas sympa. Et donc, non, c'est vraiment gagner 5 fois les 6 jours au scratch. Je me rendais pas compte. Ouais. Qu'une fois en équipe de France. Ok. Trophée. Mais individuel, scratch 6 jours, France 88, Allemagne 89, Tchécoslovaquie 91, États-Unis 94 et Pologne 95. Moi, je me souviens que d'une chose, c'est Sean Watts qui avait gagné avec la 125 au scratch, non? C'est possible, c'est possible. Mais par contre, alors je savais que tu avais gagné au scratch, mais je ne pensais pas autant, tu vois. Alors après, il y a encore un autre record. Dis-moi. Le trèfle. Le trèfle lozérien, 9 fois. Ah, moi, je suis une chèvre dans le billard. Ouais. Et là, 9 fois. Ouais, 9 fois le trèfle. Ah, mais Garcia, il est bien parti aussi. Il est pas mal parti. Et puis après, ça, c'est la partie enduro, la vraie passion. Et puis après, ce qui est connu plus du grand public, c'est le Dakar. On va y revenir. Attends, voilà. T'énerve pas. Donc, du coup. Donc voilà, je te situe pour l'enduro. Parfait. Alors, déjà, je pense. Déjà, premièrement, je suis un fan. Quand j'étais petit, c'était vraiment un des gars qui a marqué mon enfance. Tu vois, et quand je te dis ça, je pense toi, Pichon, Bollet, Tortelli. Bail, non, trop. Bail aussi, mais c'était un peu différent, tu vois. Il est aux États-Unis, c'était un peu moins palpable pour moi. D'accord. Mais par contre, je me souviens, là, tu vois, on a regardé la photo tout à l'heure du Dakar. T'es habillé JT. Quand tu roulais JT, c'était magique. Ça me faisait rêver, tu vois. Et puis, tu as vécu une époque, je pense, mémorable. La CIMA, avec le Grand Pidou. Une osmose. En fait, malgré tout, vous deux à l'entraînement et avec tout ce que vous partagez. Et je voudrais que tu me parles de ça. En fait, effectivement, j'ai été repéré très tôt par Seurat. Mais en fait, Seurat, à un moment, il disait « Oui, c'est moi qui ai sorti Stéphane. » Mais en fait, déjà avant d'être repéré par Seurat, j'avais fait une épreuve de championnat de France. Et je me battais tout de suite avec les meilleurs. Donc j'avais déjà bien progressé de mon côté, tout seul à Vesoul, parce que j'avais commencé la moto très tôt, pour l'époque, à 7 ans. 7 ans à l'époque, c'était très tôt. Maintenant, c'est même trop tard, 7 ans. Oui. Mais donc j'étais déjà presque prêt quand je suis arrivé et été repéré par Seurat. Par contre, avec Seurat, ce qui nous a donné comme moyen, pour progresser, c'est de faire tous les week-ends des courses, du cross, du supercross, du supermotard, de l'enduro, de l'endurance, le Touquet. Et ça, avec Laurent Pidou qui est arrivé quelques mois après moi à la CIMA. Et en fait, on était comme 2 frères avec Laurent. Oui, c'est pour ça. On passait 24 sur 24. C'est-à-dire qu'on s'entraînait ensemble, on habitait chez Seurat, on dormait dans la même chambre. On voyageait aux courses ensemble, on repérait les spéciales quand c'était de l'enduro ensemble. Le dimanche soir, à la fin de la course, on repartait, on était de la même région, on avait une journée off dans la semaine pour rentrer dans la famille, laver nos fringues et repartir à la CIMA dès le mardi matin. Incroyable. Et ça, on a fait ça pendant, je pense,
au moins 3 ans ensemble et ça a créé forcément des liens énormes et surtout ça nous a fait vachement progresser. Chacun dans son style. Le grand Pidou physique, un peu Brutus et moi un peu plus fin en pilotage, mais à la fin on a progressé les deux ensemble. Carrément. Parce que tu vois, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, Sera était l'importateur Husqvarna, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rappellent plus. Ouais. Alors je voulais en parler parce que c'était un personnage hyper atypique qui s'investissait beaucoup dans la compétition. Énormément. Et avec vous. Et à cette époque-là, toi tu roulais avec quoi comme moto? Alors j'ai commencé avec des 2,5, après je suis passé sur des plus grosses cylindrées, des 400 2 temps, hein, c'était 2 temps à l'époque, et après 430 en enduro. Hein, en enduro et après en super motard, on roulait avec des 500 2 temps. À l'époque il y avait 2 catégories ou même plus, mais on faisait le 500 2 temps plus le 500 4 temps, ou le 600 4 temps. On avait 2 motos 2 temps et 4 temps. Après, qu'est-ce qu'on faisait encore? On faisait des courses d'endurance, on faisait des crosses 4 temps. Avec le Grand Pidou, on a fait quand même 2 ou 3 grands prix motocross 500 cm3 à l'époque de Jobé, Carlquist, Torp et compagnie. Mais du coup, tout à l'heure, tu disais que tu as déjà fait du supercross? Ouais, j'ai fait Bercy. Non. 2 années. Mais tu savais pas ça? Non, mais c'est mortel, tu vois. En fait, tu n'as pas du tout l'image que tu as fait ça, en fait. Non, on a fait... alors, il y en a une année où ça s'est terminé avec un bras cassé, mais... il y avait toujours un pourcentage de perte. Tu sais, on avait une année, Sera nous dit nos Husky par rapport aux japonaises, c'est pas terrible. On va essayer de trouver un peu moins d'inertie dans le bas moteur, on va mettre qu'un arbre et deux rapports. Donc on avait, au lieu de 5 vitesses, on avait 2 rapports, on avait la 2 et la 3. Et donc c'était un peu un professeur tournesol, Sera. Il avait des idées bonnes, mais il fallait quand même les valider. Donc ça marchait. Sauf qu'à un moment, un gros appel, une grosse compression, on avait mis des gros ressorts et j'arrive en spire jointif sur les ressorts. Compression à fond et là, plus d'amortissement. Toutes les spires se touchent l'une à l'autre. Ouais. Et là, c'est un bout de bois et ça m'éjecte et je termine dans les gradins avec un bras cassé. Mais pour te dire, à l'époque, on touchait à tout. Et il y avait à l'époque un pilote officiel de Grand Prix chez Husqvarna qui s'appelait Martens, je crois. Pas Jackie Martens, c'est un autre Martens. Et j'avais terminé devant lui à Bercy, tu vois. C'était Supercross de Genève, deux fois je l'ai fait. Une demi-finale où j'ai terminé devant Ron Lechine en le doublant. Non. Si, il y a un peu d'histoire quand même. Mais carrément. Mais après, on faisait un peu la tournée des Supercross estivaux aussi. Incroyable. Mais vite, sincèrement, tu veux que je te dise la vérité? Quand on a fait du cross ou du supercross et qu'on faisait aussi de l'enduro, je me suis dit, sincèrement, le cross, c'est trop dur, physiquement. Non, c'était à l'époque, quand on a fait les manches de motocross, c'était 45 minutes plus 2 tours. Donc tu faisais 50 minutes à bloc et tu avais des armoires de pilotes comme les Carlquist, Torp, ces mecs qui faisaient 1m90, ils étaient taillés comme des musclores et ils tapaient dans les trous. Nous, les enduristes, on évitait les trous. Et je me dis, jamais tu vas y arriver dans cette discipline. Ça demande trop d'investissement en préparation physique. Il faut être un rock. Et l'enduro, tu peux plus t'en sortir. Tu peux faire un peu illusion dans les spéciales, gérer en liaison. Et donc, je me suis rapidement dirigé 100% vers l'enduro. Mais tu vois, ce qui est quand même hyper étonnant, c'est que tu m'expliques ton parcours. J'arrive à comprendre plus de choses. Et tu vois, JMB, dans le podcast qu'on a fait, il dit en fait, avant d'être bon, il faut savoir faire de la moto. Surtout et tout le temps. C'est ça. Et voilà, du coup, un jour, mais j'étais petit, tu avais fait un super motard avec une moto. C'était pas une 480 où il y avait une histoire un peu... Ouais. C'était avec Yamaha, c'était plus tard. Ouais, j'en ai fait avec Husky, mais j'en ai fait aussi pas mal après avec Yamaha. Et on avait avant des 490 AR et après on a eu des 530, 535 avec des kits liquides. C'était des espèces de proto, ça marchait bien. C'était un kit liquide parce que le radiateur était dans la plaque phare, non? Non, c'était pas ça. C'était pas ça, c'était laquelle? Radiateur. Non, il y avait une plaque numéro qui était immense, très haute, mais c'était pas un radiateur. Ok, d'accord. C'était assez impressionnant. Mais à l'époque, c'était quand même génial. Toi, tu connais peut-être un peu, mais quand on faisait le supercross de Montlhéry, il y avait des crossman américains qui venaient, les Brock Glover.
Ok, oui, ça te cause, non, Brock Glover? Oui, Brock Glover, bien sûr. Ouais, mais le super j'ai eu peur quand même. Et je me rappelle, super motard de Montlhéry, il y avait un double saut. Et Glover, qui venait du cross et du supercross de l'époque, il n'avait pas tenté le double saut. Je crois que j'ai été le premier à le tenter, le double saut. Ouais, on avait des cacahuètes à l'épaule quand même, quand même un peu. Et on s'est bagarré, je ne veux pas dire qu'on a ridiculisé les Américains, mais on a bagarré contre les Américains, on les a battus régulièrement. Après, il y a eu le Guidon d'Or où on s'est battu avec des Américains qui venaient de la vitesse, Eddie Lawson, Wayne Rainey. Ok, oui. Et on était les trois devant. Bon, je m'étais pété aux essais le scaphoïde. J'ai roulé tout le week-end avec le scaphoïde pété. Mais je mène toute la course et je me laisse doubler par Wayne Rainey dans les derniers virages. Donc on a fait des trucs vraiment sympas à l'époque en supermotard avec des vrais top, pas des spécialistes du supermotard, mais des vrais top pilotes de la vitesse, du motocross. Ouais. En fait, le supermotard à l'époque, ça n'existait pas vraiment, c'était pour rassembler les disciplines. C'est ça. Et c'était vraiment les champions de plein de disciplines différentes. Et il y avait du niveau. Hein. Il n'y avait pas des spécialistes comme maintenant, mais il y avait quand même du niveau. Non, mais après, dans ce truc-là, tu avais expliqué que tu n'avais pas pu t'entraîner avec le supermot et tu avais roulé dans un champ en herbe pour retrouver la glisse. Mais c'est vrai? C'est ça. Alors, on roulait... En fait, déjà à l'époque de Sera, mais j'ai gardé un peu ça, c'était rouler avec des pneus slick, des pneus usés, les plus usés possibles pour maîtriser parfaitement la glisse. Et oui. Et donc, parce que quand tu glisses dans de l'herbe ou un terrain très glissant, la moto elle dérive et toi elle dérive vers l'extérieur et toi souvent tu mets le corps à l'intérieur. Et en fait, pour être à l'aise avec ces mouvements de dérive, pour le reproduire le plus facilement possible, tu le fais avec un pneu qui est un peu usé, c'est plus facile. Quand il y a trop de grippe, c'est bien, mais tu travailles moins dans la dérive, dans le contrôle et dans la proprioception sur la moto. Et donc, en fait, c'est un peu comme dit Jean-Mi, il fallait faire de la moto dans plein de terrains différents, avec des motos différentes, des pneus adhérence, des pneus sans adhérence. Et quand tu couvres un peu tout ça, tu as un feeling qui devient super naturel. Parce que, en fait, aujourd'hui, ce qu'il y a, on fait ces podcasts parce que j'ai envie d'expliquer aux jeunes à travers tout le monde en disant, voilà, ce qu'on faisait nous avant, ce qu'aujourd'hui vous ne faites pas, je ne suis pas trop en accord avec ce qui se passe. Et là, aujourd'hui, en fait, s'ils n'ont pas les bonnes conditions, la bonne moto, les bons pneus, ils ne s'entraînent pas. L'entraînement n'est pas de qualité. Tu vois, je vois ça avec mon fils. Des fois, tu vas sur un circuit, c'est pourri. Quand il vient avec moi faire des tests, il y a des fois, on roule, les conditions, elles sont dégueulasses. Pourri, ouais. Et mon gosse, il râle. Je dis, mais attends, mon garçon, c'est pas dormir tous les jours. C'est ça. Et du coup, tu vois, ça me fait super plaisir parce qu'au moins, il t'explique que voilà, il faut apprendre à rouler dans toutes les conditions. Oui, et en plus de ça, je trouve que dans le tout-terrain, on est quand même dans une discipline où le matériel en lui-même a peut-être moins d'importance que dans la vitesse. Donc dire « ouais, j'ai pas les moyens pour avoir la dernière fourche d'usine » ou je sais pas quoi, je pense qu'avec la volonté, l'entraînement et le gros physique et du talent, tu peux déjà faire de très très bons résultats même si tu n'as pas la moto d'usine, spécialement en enduro, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Après, c'est toujours mieux. Mais donc, avant de se plaindre, il faut déjà balayer devant leur chez-soi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà rien à se reprocher à soi-même avant de pleurer, j'ai pas les bons trucs, voilà. Donc ça, c'est la base. Mais ça, tout le monde ne l'a pas compris forcément. Non, c'est cool. Après, tu as commencé le Dakar à peu près à quelle année? Tu étais toujours en enduro quand tu as commencé le Dakar? Oui. Alors, tu es arrivé de ton plein gré ou on t'y a accompagné? Non, en fait, j'étais pilote d'enduro, mais je commençais à suivre le Dakar à la télévision. Et il y avait à cette époque, il y avait des duels intéressants entre Hubert Auriol, Cyril Neveu, ça te cause peut-être pas ces noms-là, mais qui évoluaient à des vitesses folles dans des paysages magnifiques. Et je me disais, je veux faire cette course-là, je veux y aller. Et à l'époque, j'étais encore pilote Husqvarna. Donc tu n'étais pas champion du monde? Non, j'étais champion de France. Et en fait, j'avais demandé à Husqvarna, appartenait au groupe Cagiva à l'époque. Et j'avais demandé aux gens de chez Husqvarna, est-ce que vous pouvez me faire rentrer au Dakar en tant que porteur d'eau? Et en fait, je pense que l'importateur, Marcel Sera, il avait peur que cette course-là faisait peur. Ouais, il le fait toujours. Hein. Il le fait toujours. Et je pense qu'il voulait me préserver. Et il ne m'a jamais proposé à l'équipe d'usine Cagiva. Il n'a jamais dit à Cagiva, il faut prendre Peter Ancel en tant que porteur d'eau. Par contre,
Jean-Claude Olivier, qui était à bloc sur le Dakar avec une équipe Yamaha professionnelle, il cherchait des jeunes pilotes. Et là, il savait que le meilleur réservoir pour le Dakar de pilotes, ça venait de l'enduro. Et il a regardé et un jour, il m'appelle et il me dit le Dakar, ça vous intéresse? Je dis j'en rêve. Et donc on a attaqué comme ça. Il m'a proposé. Je suis rentré directement pilote officiel Yamaha pour le Dakar. Donc en fait, tu es rentré chez Yamaha, pas par rapport à l'enduro, par rapport au Dakar. Non, exact. Sauf que je lui ai dit, écoutez, j'ai un bon niveau de pilotage en ce moment parce que je fais de l'enduro. Donc il me faut les moyens pour continuer à faire le championnat de France d'enduro minimum, plus le trèfle. Et là, chez Yamaha, ils ont ouvert les robinets parce que pour eux, ça ne représentait pas grand-chose. Il y avait un gros budget pour faire le Dakar, il y avait une grosse équipe. Et deux mécanos de plus et 5 motos à l'année pour faire l'enduro, c'était par rapport au budget Dakar, c'était ça. Donc ils m'ont laissé faire sans porter trop d'importance à l'enduro. C'est-à-dire, bon, si tu gagnes en enduro, c'est bien, mais c'est pas notre priorité. Il faut que tu te prépares pour le... Ouais. Ah, mais j'étais pas du tout au courant. Mais sauf que j'ai gagné les premiers 6 jours à Mende en 88 avec une YZ homologuée. Et tout de suite, il y a eu quand même un certain engouement pour les motos japonaises, de cross, homologuées. Et là, Jean-Claude Olivier, peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est suite à ça que Yamaha a développé les WRZ ou les deux temps. Et en fait, j'ai travaillé après avec les Japonais pour développer, à partir de la moto de cross, une vraie moto d'enduro. Incroyable. Ouais, c'était pas prévu. C'était pas prévu, c'était pas la priorité au départ. Et c'est devenu une niche qu'ils ont développée. Et on a eu pendant presque une dizaine d'années des vraies motos d'enduro en 2 temps, qui étaient des armes de guerre. Hein. Ouais. Et donc, les titres de champion de France, j'ai continué à en avoir chez Yamaha. Et au bout d'un moment, j'ai dit à Jean-Claude Olivier, écoutez, vous savez que l'enduro, c'est quand même ma discipline de cœur. Même si le Dakar reste la priorité, j'aimerais bien faire le championnat du monde d'enduro. Et là, il a dit, bon, écoute, ça coûte quoi en plus? Je lui ai dit, ouais, ça va pas coûter grand-chose, j'ai les mécanos, j'ai les déplacements, c'est rien. Et donc, pour un tout petit billet en plus qu'il a remis, j'ai fait quelques années, juste 1 ou 2 Grands Prix Italie-France. Et puis une année, j'ai dit, je veux être champion du monde, je pense que je peux l'être. Donc, donnez-moi les moyens. Et en 97, j'ai fait la totalité du championnat du monde et j'ai gagné le championnat du monde d'enduro. Ok. Moi, j'étais persuadé que tu faisais des saisons entières. Et c'est quand tu as décidé une année, tu as gagné. J'avais fait quelques Grands Prix limitrophes et je gagnais quelques Grands Prix. Donc, je savais que j'avais la capacité à devenir champion du monde. Mais il fallait faire l'engagement de préparer le Dakar, après repréparer une saison d'enduro. Il fallait quand même un peu d'énergie avec tout ça. Toi, il fallait... Donc, les quelques années où j'ai fait des Grands Prix avant, c'était juste pour prendre la température. Et après, en 96, je me suis dit, bon, on va préparer mieux 97. Et il fallait que je termine dans les 10 premiers pour avoir un petit numéro. Ah ouais, tu avais tout calculé pour bien redémarrer la saison. Voilà. Et donc, j'avais fait, au lieu de faire 2 Grands Prix, j'avais dû en faire 3. J'étais 10 ou 11e. D'ailleurs, j'avais terminé 11e. Et c'est pour ça que l'année de championnat du monde, j'ai le 111. Le numéro 111. Parce qu'en fait, de 0 à 99, c'était les 125. Et après les et de 100 à je ne sais plus combien, c'était les... Et j'avais fait 11e l'année avant avec 2 ou 3 Grands Prix. Et c'est pour ça que j'ai eu le numéro 111. Tout le monde me disait, numéro 111, tu copies JMB. Je dis non, c'est le numéro 111 parce que j'ai fait 11e en faisant seulement 3 Grands Prix l'année d'avant. J'ai fait 11e et je suis... Voilà. Mortel. Et après, alors j'ai un souvenir, tu avais voulu gagner la première année que le demi-4 ans est arrivé. Ouais. Donc tu y es retourné, tu étais blessé au genou en plus. Ouais, alors, ouais, ça a été... Belgarda. C'est ça. Non, pas Belgarda, c'était le Team UFO. Ouais, mais c'était quand même supporté par Yamaha Belgarda. En fait, c'est une année où, que je ne dise pas de bêtises, je suis en bagnole. Tu étais déjà en voiture? Ouais, en Dakar, parce que c'était 2001. J'ai fait mon premier Dakar en voiture en 99. Ok. Et j'avais enchaîné quelques contrats moyens. Et là, pour le Dakar 2001, j'ai pas de bon contrat. Je dis merde, le Dakar va pas se faire avec moi, je vais pas faire le Dakar en bagnole, donc il me faut que je trouve un objectif pour 2001. Et je rappelle Jean-Claude Olivier, je lui dis écoutez, j'aimerais bien le nouveau 4 temps Yamaha qui arrive, la WRF, est-ce que je pourrais faire? Il me dit écoute, on n'a pas trop de budget cette année. Je lui dis écoutez, si je le fais avec le team italien, ça vous dérange? Je lui dis non, il n'y a pas de souci, tu peux le faire avec le team italien.
Et donc, il m'a libéré. Et effectivement, en 2001, j'ai fait le championnat du monde avec le team UFO. Et là, sincèrement, j'avais peut-être pas le même niveau que j'avais en 97, mais on avait une moto qui était un peu supérieure par rapport à la concurrence. Et du coup, attends, t'as 4 ans plus tard? C'est 4 ans plus tard, ouais. J'avais 36 ans. Ouais. Donc ça commençait à être un peu moins bien qu'avant. Je m'étais un peu moins entraîné, j'étais déjà dans la voiture. Donc et je me souviens, tu étais blessé au genou ou d'un Et en fait, blessé. Voilà, alors en fait, il y avait 6 épreuves, je sais pas si c'est encore comme ça au mondial. Ouais, il y en a 6 ou 7. Ouais, et ça terminait tout le temps par Suède-Finlande. Je sais pas si c'est encore comme ça. Non. Et en fait, j'étais en tête, j'avais pas mal gagné de courses, j'avais, je crois, 25 points d'avance. Et il restait 2 courses, Suède-Finlande. Et entre-temps, il y avait un championnat de France d'enduro. Je fais le championnat de France et au championnat de France, je me pète les croisés. Oh, putain. Et une semaine après, c'était Suède et une semaine après, c'était Finlande. Donc, en fait, j'ai fait les 2 dernières courses avec les ligaments croisés pétés fraîchement. Et ça a été un peu dans la douleur. Et ça va qu'il n'y avait pas une concurrence énorme. Il y avait un Suédois qui s'appelait Bergvall qui roulait pas mal, qui était aussi chez Yamaha avec moi. Donc, on avait la même moto. Il y avait un Italien qui s'appelait Matteo Rubin, je sais pas si ça avec KTM. En fait, on était 3-4 à pouvoir gagner et en serrant les dents, j'ai terminé les 4 dernières journées en faisant 2e ou 3e et j'ai perdu des points et j'ai quand même été, avec les 25 points que j'avais d'avance avant d'arriver en Suède-Finlande, j'ai quand même réussi à être champion du monde mais dans la douleur. Pas mal, pas mal. Donc 2e titre de champion du monde d'enduro et après on a tiré le rideau sur la vie vraiment professionnelle dans la moto. Ok, donc on va revenir un petit peu. Alors c'est super intéressant parce que moi j'ai vécu le même parcours, on va dire, le passage chez KT en rallye raid, super bien encadré. Ouais, forcément. Une école de navigation, toujours suivie. Toi, comment ça s'est passé du moment que tu as dit je vais en rallye raid? Alors j'ai des petits trucs parce que Farioli m'a un peu parlé de l'époque. Alors, on avait un gros avantage chez Yamaha, c'est qu'on était super organisé en termes de logistique d'assistance. C'est-à-dire qu'à l'époque, pratiquement tout le matériel d'assistance transitait par les pistes. Donc il fallait avoir des camions d'assistance super bien préparés qui arrivent à l'heure. Et la moto, elle était fiable, elle était performante, mais aussi on avait une assistance top niveau. Et après, je pense qu'à l'époque, j'avais le meilleur package, ça veut dire moto, pilotage quand tu es champion du monde d'enduro. Tu sais que c'est comme si tu es champion du monde double versé. Tu es un des meilleurs pilotes en termes de technique. Quand tu es bon en enduro, au pilotage, ça va. Et je pense qu'en navigation, j'étais aussi plutôt pas mal. C'était plutôt mon point fort. Et après, j'avais, je pense, aussi le calme et le recul pour prendre les bonnes décisions et les bonnes stratégies. C'est-à-dire, j'étais pas un chien fou. J'étais pas toujours à penser à gagner la spéciale. Non, je pensais gagner le classement général. Et donc, de temps en temps, je savais ralentir quand il fallait. Il y avait de la stratégie. Je pense que j'avais peut-être le cerveau peut-être un peu mieux fait que certains pour cette discipline. Ouais. Mais comment tu as appris la navigation? Qui c'est qui t'a... Parce que là, tu arrives de l'enduro au rallye raid. Tu fais comment? Alors, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. J'ai gagné le premier Dakar, il n'y avait pas encore de GPS. Les 4 premières années, pas de GPS. Tu as mis combien d'années pour arriver à gagner le Dakar? 4 ans. 4 ans? Ouais. Ok. Première année, 18e pour récapituler. Deuxième année, je gagne 6 étapes sur le rallye, mais je saute une dune et j'arrache l'ancrage de l'amortisseur, de la biellette. Donc je termine une étape, le garde-boue dans la roue et je perds 3 ou 4 heures. Malgré tout, je remonte 4e. Donc, 2e année, je termine 4e. 3e année, j'abandonne. Je me perds et je tombe en panne d'essence. C'était le 3 janvier, c'était la naissance de mon fils, balise, et je rentre à la maison. Je suis rentré à la maison. Et la 4e année, 91, je gagne au bout de 4 ans. Ok. Donc, la 4e année. Et donc, pour revenir. Parce que tu vois, j'ai des souvenirs, mais après, j'étais hyper petit. Parce que moi, je suivais beaucoup le Dakar quand tu roulais. Et tu vois, j'avais l'impression qu'en fait, t'arrivais, tu les as réglés direct et j'ai pas ce souvenir-là, tu vois. Non, après, d'entrée de jeu, la première année que j'ai roulé, je gagne quand même une spéciale d'entrée de jeu tout de suite. Et je me rappelle, cette année-là, 88, c'est Eddie Orioli, un Italien, qui gagne. Et à l'arrivée, il vient me voir, il me dit « Toi, petit jeune, tu vas gagner le Dakar ».
il m'avait vu rouler, il avait vu peut-être que j'avais certains talents. Mais juste pour revenir à un petit truc, ça a été aussi, j'ai pris la réalité en pleine face le jour où j'ai fait mon premier Dakar. C'est-à-dire que je suis intégré au Team Yamaha officiel, mais à la même période, il y a un grand champion de motocross qui a terminé sa carrière, André Malherbe. Ça te dit quelque chose? Je ne savais pas que c'était au Dakar. Ah ouais, André Malherbe termine sa carrière de plusieurs fois champion du monde 500 à l'époque, superstar. Ouais. Je me rappelle, André Malherbe, il arrivait aux conférences de presse, il était en F40. Il avait une femme, Sabine, qui était magnifique. Pour moi, c'était l'idole. Enfin, j'étais fan complet de ce pilote. Et Jean-Claude Olivier lui dit, viens faire le Dakar avec nous. Et lui, il saute sur l'occasion. Il fait le Dakar. Lui, il était pilote emblématique Honda, non? Honda HRC. Donc vous l'avez débauché pour le faire mais venir. je crois qu'il était en fin de carrière. Il venait d'arrêter. Et on se retrouve, Jean-Claude Olivier, pilote Yamaha, Thierry Charbonnier, un enduriste français, André Malherbe, et puis le petit junior qui arrive de chez Husqvarna avec son idole, tu vois. Et on part, ça partait par l'Algérie. Au bout de 3 jours, il tombe, il se retrouve tétraplégique. Et là, tu te dis, là, c'est pas du playback. Là, tu te dis, c'est une course qui te fait rêver, tu as envie d'y aller, mais ton idole, là, sa vie, elle est foutue. Et donc, je pense que ça m'a fait un électrochoc qui a conditionné toute ma carrière sur le Dakar. Elle a été conditionnée par cet accident. J'ai été conscient que la course était dangereuse, qu'elle était belle, mais qu'elle était dangereuse, qu'il fallait respecter la piste et qu'il fallait savoir prendre un peu de marge de sécurité et vraiment se calmer quand c'était nécessaire. Donc ça a été vraiment un électrochoc. Et navigation, on t'a appris comment sur le temps ou... Alors navigation, il n'y avait pas d'école de navigation à l'époque. Maintenant, il y a des pilotes qui ont des écoles de navigation. C'était un roadbook, on comprenait comment ça fonctionnait. Et après, vite, je me suis aperçu que déjà tout ce qui était trip en double, à l'époque, c'était même pas important pour eux. C'était bon, les instruments de navigation, ça tombait une fois en panne sur 2 et ils s'en foutaient un petit peu tous. Et là, quand je suis arrivé chez Yam, j'ai dit non, mais on ne pourra jamais gagner une course si on perd le kilométrage à un moment et que le roadbook, on est obligé de dérouler à la main, électriquement, ça ne marche plus, on ne gagnera jamais une course. Donc, ils ont commencé à porter plus d'attention à tout le système de navigation, les positionnements. Et après, la navigation au roadbook, c'est que de la rigueur sur bien respecter les kilométrages, toujours recaler, même si tu n'as que 100 mètres d'écart ou 200 mètres, tu recales tout le temps, analyser les dessins et s'adapter au mec qui a écrit lui-même le roadbook. C'est-à-dire que suivant l'organisateur, tu as un mec qui prépare le roadbook mais qui n'a pas la même façon de voir une bifurcation, un danger. Et donc, les premiers kilomètres, il faut que tu réfléchisses comme le mec qui a créé le roadbook. Donc tout ça, c'est juste de la rigueur, de l'attention, de l'analyse de ce qu'il y a dans ton roadbook. Et je pense qu'avec un peu de méthode, un mec, encore une fois, qui a un peu de cervelle, il apprend relativement vite comment ça fonctionne, un roadbook et la navigation. Après, il y a eu le GPS qui est arrivé, ça a été encore un autre stade. Mais avant, c'était que de la navigation au roadbook. Et un jour, mais il y a longtemps, je ne sais pas si souvent, on était au Dakar. Et puis on vient à parler de ça et tu m'expliques que tu avais un adversaire qui te saoulait un peu, qui s'appelait Arcarance. Ouais. Qui gagnait une étape, le lendemain il s'arrêtait, il attendait que tu arrives, il te suivait. Et du coup, tu t'es très vite aperçu que tu n'allais pas arriver à trop prendre d'avance. Et en fait, comment te dire, tu m'as dit, en fait, en préparant mon roadbook, j'ai réussi à voir, pas une faille, mais à voir que je pouvais faire quelque chose. Alors sur le coup, ça ne m'a pas trop parlé, mais après, ça m'est arrivé par la suite. Tu sais, quand on peignait les roadbooks, il n'y a pas tout le monde qui lit le roadbook. Il y a des gens qui le peignent sans savoir ce qu'il y a. Par contre, quand tu commences à le peindre et en lisant, tu t'imagines ce qui se passe. Et ça m'est arrivé avec Toby de trouver une erreur en peignant le roadbook. Toi, tu m'as expliqué un truc de fou. Tu peux nous le réexpliquer? Oui, alors c'est vrai que c'était frustrant pour te dire. Souvent, il m'attendait et il me suçait la roue, c'est ce qu'on disait. Et éventuellement, quand on arrivait dans les 5 derniers kilomètres, il te doublait. Donc, c'est toi qui faisais toute la navigation avec la complexité de faire la navigation. Tu prends plus de temps, tu prends plus de risques parce que tu roules en même temps que tu regardes ton roadbook. Et en fait, pour te dire, moi, je m'arrêtais pisser un coup. Il y a tout le monde qui s'arrêtait. Il s'arrêtait derrière moi, il faisait « Oh ben oui, il a arrêté, on va en profiter pour pisser ». Donc, il n'y en a pas un qui prenait le relais d'ouvrir la piste. Et c'était souvent les mêmes.
Et un jour, j'en avais vraiment marre. Et en fait, effectivement, il y a un endroit, en lisant le roadbook, je voyais que ça faisait un angle droit pendant 20 km, angle droit, et tu repartais sur une autre piste à un angle droit, à un angle gauche plutôt. Ouais. Pour bien me rappeler, c'était angle gauche et ça repartait perpendiculaire à gauche. Et là, j'étais presque sûr, je me suis dit, à un endroit comme ça, qui est aussi flagrant, c'est sûr qu'ils vont mettre à waypoint. Je ne savais pas, je me disais à 80% de chance qu'ils mettent un waypoint. Donc je vais couper cet angle-là volontairement. Je vais louper volontairement le waypoint, je vais continuer 5-10 km et je vais simuler une panne moteur. Et donc effectivement, le Arcaron me suit, comme d'habitude. Je fais 10 km sur la bonne piste, mais en ayant court-circuité un angle. Et là, je m'arrête, je me couche sur la moto, je dis écoute, moteur à Randy-Lam, c'est fini pour moi, la suite, c'est par là, dans cette direction. Et lui, il part. Moi, je fais demi-tour. À bloc, j'arrive à cet angle droit. Et effectivement, il y avait une voiture de l'organisation, tampon, contrôle de passage. Et à l'époque, c'était pas 15 minutes ou 30 minutes, c'était 3 heures. Et là, donc je fais 10 bornes de trop, 20 bornes, donc je perds 15-20 minutes à bloc. Hein. Et je repars sur la spéciale normale. Et là, je fais la navigation. Et en fait, Arcaron, qui était devant moi normalement 20 minutes plus devant, en fait, il s'était perdu et je le retrouve, quoi. Non. Ouais, il s'était perdu. Et en plus, il a pris les 3 heures. Et en plus, il a perdu 3 heures. Il était vert, non? Ah ben, il était même pas vexé, je sais pas. Il était plutôt fataliste en se disant presque je le mérite, quoi. Et donc après, ça a été une course. Mon autre concurrent le plus proche, c'était un Français. Je crois qu'il était à 1 heure derrière. Et après, j'ai géré. Mais en fait, aussi pour dire qu'à l'époque, on était un peu joueurs. On avait beaucoup moins d'informations que maintenant au niveau des cartographies. Mais des fois, je voyais que le parcours, il faisait une grande déviation et je me disais, j'en suis sûr que ça coupe. Et j'ai tenté des coupes avec des caps, mais sans savoir si devant moi, il y allait avoir un relief, une falaise, parce un que canyon. tu lisais le roadbook. Moi, Ouais. Alors, ce jour-là, tu m'avais percuté parce que tu m'as dit en lisant le roadbook. Et tu sais, mais je le voyais, mes coéquipiers, ils peignent le roadbook et ils lisent pas du tout. Ouais. Ils peignent, voilà, là je fais ça, là je fais ça. Et en fait, c'est quand tu commences à analyser, comme tu dis, tu t'imagines virtuellement ce qui va se passer. Ouais. Et du coup, tu découvres des choses. Après, il se dit qu'en Mauritanie, un jour, tu as foutu un grand bordel. C'est que tout le monde te suivait. Ah oui. Bah, et oui. que tu es rentré dans des dunes qui n'étaient pas prévues. Et que derrière les voitures, ils ont suivi. C'est ça. Encore une fois, la même raison, c'est-à-dire que j'avais tout le monde à mon cul. Que je me perde, que je sois sur la bonne piste, et tout le monde me suivait. Et un jour, j'en avais tellement marre, il y avait 5 motards qui étaient derrière moi, il n'y en a pas un qui me doublait. Je dis, je vais foutre le bordel. Et au lieu d'éviter, le roadbook disait d'éviter les plus grandes dunes. Et en fait, ça faisait un espèce de slalom au milieu des grandes dunes. Et moi, je lui dis, je vais viser les plus grandes et tout le monde va essayer de suivre et ça va foutre le bordel. Alors les motards, effectivement, même moi, je suis arrivé au sommet des dunes planté, obligé de désensabler, repasser. Les autres motards plantés à droite, à gauche, mais on est passé quand même. Et à la fin, le problème, c'est que les voitures ont vu ces traces et elles ont suivi. Et là, ça a été un carnage. La moitié du rallye en catégorie voiture était posée dans des dunes immenses. Et le soir, tout le monde me disait « Mais putain, l'abruti, c'est qui a fait ces traces de con ?» et tout. Et c'était volontairement pour emmener tout le monde dans la merde, en fait. Ah, Donc, mais tu te rends compte quand même le niveau. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi qui ai suivi cette école, la situation que tu la vis, tu sais, chez KTM, ton copilote que tu as eu a été notre mappeur. Ouais. On dit les coups de nav. C'est pas arrivé souvent parce qu'entre-temps, il y a David qui faisait le roadbook et souvent quand il y avait des gros coups de nappe, tu savais qu'au milieu, c'est qu'il y avait de la merde. C'est ça. Et tu vois, moi, pour avoir vécu ça, il n'y a pas grand monde qui dit « bon allez, j'y vais ». C'est ça. Et là, il fallait avoir des cours. C'est ça. Sincèrement, quand je revois ça maintenant, c'est quelque chose que je ne ferais pas aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, on était joueurs, on prenait des risques et on avait les couilles, tout simplement. Je crois que même si j'étais en forme aujourd'hui, dans la tête, plus jamais je ferais des trucs comme j'ai fait à l'époque. C'était risqué, c'était super risqué, c'était audacieux. Mais d'un autre côté, si tu te loupais, tu perdais un quart d'heure, une demi-heure,
avais tellement de possibilités de te rattraper. C'était pas comme aujourd'hui où si tu perds 10 minutes, tu as des grandes chances de jamais les rattraper. À l'époque, tu perdais une demi-heure, tu pouvais te refaire. Sur un bon coup de naf, tu pouvais te refaire. Donc ça valait le coup de tenter des choses. Et à quel moment tu as dit le Dakar, c'est trop, j'arrête en moto? Écoute, je m'étais fixé un objectif, c'est d'essayer d'avoir un record de victoires. C'était Cyril Neveu qui avait gagné 5 fois. Et je m'étais dit, ça serait bien que tu gagnes 6 fois. Et ça faisait un moment que je pensais à la voiture, mais en fait, Yamaha, je ne veux pas dire se lassait que je gagne, mais j'enchaînais les victoires tous les ans. Et ils étaient plus très motivés pour continuer. Ouais. Donc ça s'est vraiment bien goupillé en termes de timing. J'ai dit bon, on va essayer de gagner ce 6e Dakar. Et c'était clair que si je gagnais, je fermais le rideau, le livre de la moto sur le Dakar, j'allais le fermer. Parce que j'avais l'impression d'être passé à travers les accidents, que j'avais eu de la chance et que je ne voulais pas tenter trop le diable trop longtemps parce qu'il arrive un moment, ça peut aussi t'arriver, même si tu as une marge de sécurité, ça peut t'arriver aussi les problèmes. Donc c'était clair que c'était objectif 6 victoires et après j'avais envie de changer et de partager l'aventure avec un copilote aussi en voiture. C'est qui le dernier de tes adversaires au Dakar? Plus non, c'était Méoni malheureusement. Ah merde, c'était Méoni, c'était Richard Sain. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, avec un journaliste italien, il me parle, il me dit c'était qui tes adversaires principaux et j'en énumère 5, et sur les 5, il y en a 3 qui sont morts. Non mais c'est affreux. Donc je crois que la décision d'arrêter, effectivement, il y a les premiers avec qui je me suis battu, quand la première année que je gagne en 91, le deuxième c'est Gilles Lallet qui est parti l'année d'après, 92 il décède. Et les 2-3 dernières années, il y avait Méoni, il y avait Nani Roma, il y avait Richard Sain, Arcarol, je ne sais pas s'il y était, mais sur tout cela, Méoni il n'est plus là et Richard il n'est plus là non plus. Donc, c'est un truc de fou. Ouais. Ça, ouais, et pour te dire, même si la moto c'est ma passion, tous les matins quand je partais au départ d'une spéciale au Dakar en moto, j'avais la boule au ventre. Ah, c'est affreux. Et tous les matins, je me raisonnais, je dis bon allez, la course, c'est beau, mais il n'y a rien de plus beau que la vie. Donc aujourd'hui, si tu en as un qui est plus rapide que toi ou si tu es levé du mauvais pied que tu ne le sens pas, laisse filer, lâche le morceau. Et une demi-heure avant, je me raisonnais comme ça. Après, le chrono était lancé. J'oubliais, je me concentrais sur le pilotage. J'avais plus cette peur et la boule au ventre. Mais avant le départ de chaque spécial, il ne s'est jamais passé un départ de spécial où je n'étais pas stressé. C'est incroyable parce que… Alors, tu n'as jamais eu de consigne de Yamaha? C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça t'est jamais arrivé. Tu vois, moi par exemple, qui ai roulé chez KT, première année, ça n'a pas bien commencé. Du coup, j'ai dit non, mais moi j'ai mon objectif, vous me laissez faire. Et mon objectif, c'est 3e. Et du coup, j'étais un peu plus libre. Et je dis voilà, quand vous jugez, vous, que je prends trop de risques et ça devient un péril, vous m'arrêtez. Autrement, vous me laissez faire. Et Villadoms me guidait beaucoup. Il roulait encore, c'était sa dernière année. Mais vu qu'il m'avait beaucoup entraîné en navigation, tous les jours, il me mettait le petit mot pour me guider. Et la deuxième année, on est arrivé blessé avec Toby. Donc, on n'était pas à 100% du tout. Et en fait, Villadoms nous avait fait une stratégie. Et tu sais, tous les jours, on avait des consignes de résultats. D'accord. Mais par contre, quand le matin, comme tu dis, il tape à la porte et il te dit c'est aujourd'hui, il faut gagner. Voilà, c'est pas bon. Non. Là, c'est pas un bon sentiment. Non, sincèrement, avec Jean-Claude Olivier, j'ai jamais eu plus de pression que ça. Je savais que c'était important qu'on arrive à gagner, mais il m'a jamais mis une pression pesante sur les épaules. Je crois qu'il a senti que j'avais les qualités, les capacités et qu'il me fallait un peu de temps pour mûrir, mais il m'a jamais mis de pression. Par contre, je l'ai vu, lui, Jean-Claude Olivier, le patron d'Yamaha du Dakar, mettre la pression sur d'autres pilotes, du style à Dany Laporte, tu connais aussi, ou des Italiens, qui avaient fait une boulette en début de rallye. Il va aller voir le soir, il dit bon, maintenant le résultat final du Dakar c'est foutu pour vous, mais il faut gagner des spéciales. Mon vieux, il faut gagner des spéciales. Les mecs, ils sentaient que s'ils ne faisaient pas au moins ça, ils allaient perdre leur contrat les années d'après. Donc, et ça montait. Laporte blessé, un Italien Findano blessé, et il mettait des consignes de course, mais pas psychologiquement, pas
pas bonne, quoi, pas très bien. Alors que moi, il m'a toujours préservé, fait forcément confiance et il m'a jamais mis la pression, Jean-Claude Olivier. Je pense qu'il sentait que j'en avais pas besoin. Il m'a pas guidé, il m'a jamais donné des consignes le matin avant de partir. Aujourd'hui, comme toi tu dis, c'est aujourd'hui qu'il faut attaquer, c'est aujourd'hui qu'il faut faire la différence. Il m'a toujours laissé très libre parce qu'il avait, je pense, un très bon feeling avec mes capacités. Ah, mais un truc de fou. Après, tu as eu le bon ressenti et après, on a une question que je ramène toujours et dans ce truc-là que tu connais. Donc, j'aimerais avoir ton ressenti sur ça. Sur qu'est-ce que c'est pour toi le talent? Le talent, oui, je pense qu'il y en a qui sont plus doués et qui ont plus de talent que d'autres, mais tu peux arriver à tes objectifs de différentes manières. Fais-moi rêver. Avec le travail, avec beaucoup plus de travail. Quand tu as la chance d'avoir du talent, tu as peut-être besoin de moins travailler que les autres. Et en fait, c'est ce qui te permet, à mon avis, quand tu as beaucoup de talent, de t'économiser aussi sur la dureté du travail et l'engagement dans la préparation. Et ça vient d'où, le talent? Ça vient d'où? C'est la question. Tu as des gens qui ont beaucoup plus de feeling sur des skis, qui ont beaucoup plus de feeling sur une moto. Je pense que c'est la capacité à analyser, même si toi tu ne fais pas ce sport, à analyser sur des images télévisées, sur des photos, la position d'un pilote, sur plein de choses, c'est observer. En fait, le talent vient, à mon avis, du sens de l'observation. C'est-à-dire que tu vois un pilote, moi je m'inspirais beaucoup des pilotes américains, j'adorais le style David Bailey et tout ça, super smooth, avec des positions magnifiques, et je regardais les revues, je regardais le peu de vidéos qu'on avait à l'époque, et ça m'inspirait, et j'essayais de reproduire tout ça. Donc je sais pas, je pense qu'il faut puiser le talent, il faut aller le chercher chez les gens que tu admires, et prendre ce qu'ils ont et essayer de le récupérer. Mais ça, c'est une qualité d'analyse en fait. Ah non, mais c'est incroyable parce que 80% des gens que je leur fais la demande se ramènent toujours plus ou moins à la même définition. C'est incroyable. Alors dis-moi la définition générale. C'est d'être doué de base, oui. Mais de cultiver. Mais pourquoi tu es doué de base? C'est-à-dire les gènes, tu as des gènes, oui, bien sûr, voilà, papa, maman, merci papa, maman. Mais il y a des gens qui sont doués, et si ces gens-là, ils n'apportent pas du travail avec, il ne se passe rien. C'est sûr. Et du coup, pour moi, le talent, c'est une définition du travail. Mais toi, je suis sûr que tu as travaillé beaucoup plus qu'un Farioli. Farioli a eu une belle carrière, il était doué. Par contre, il était un peu branleur. Et du coup, il n'a pas eu une belle carrière. Il a décroché un titre, et puis voilà. Mais toi, pour en être là où tu en es arrivé, et surtout pour faire ce que tu as fait au Dakar et tout ça, tu as travaillé. Oui, mais alors... Tout le monde pensait qu'à l'époque, même en enduro, je bluffais beaucoup en disant… Un petit peu. Mais on va y arriver aux anecdotes. On va raconter des histoires de dingue. Mais sincèrement, si tu me prenais une VO2 max de moi à mon meilleur niveau, ça n'avait rien à voir avec les meilleurs pilotes d'enduro de l'époque. Et ça, c'est sûr. Mais tu sais, je vais te faire un exemple. Tu te rappelles de Jeff Goblet, un Belge, oui. Qui s'entraînait physiquement, c'était une machine. Il faisait tout ce que tu pouvais, du vélo, de la course à pied, natation. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, Mika Aola était très physique, mais alors roulait beaucoup mieux que lui. Pour moi, c'était pas un phénomène de technique. Mais par contre, un jour, Jeff Goblet dit, je comprends pas, c'est pas possible qu'il fasse plus de vélo ou de course à pied que moi. Je pense qu'il compense tout par la technique. Et là, tu dis, Jeff, quand même, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, l'enduro, en plus, c'est un sport où le gars qui est doué et qui s'économise beaucoup, en fait, il n'a pas besoin d'être physiquement hyper fort par rapport au cross, tu vois. Non, c'est ça. C'est pour ça que ce que je t'ai dit en début de discussion, que le cross, j'ai tout de suite compris que c'était pas pour moi. Il allait falloir trop faire de sacrifices au niveau de l'intensité de la préparation physique et du sport. Et que, en fait, l'enduro, tu peux presque faire un peu illusion. Carrément. Dans la mesure où, comme tu dis, si tu as une super technique de pilotage, en liaison, tu ne te fatigues pas. Et après, à l'époque où moi je roulais en championnat du monde d'enduro, les spéciales ne faisaient pas 15 minutes. C'était plutôt entre 4 et 8 minutes. Donc 4 et 8 minutes, tu serres les dents, tu arrives à tenir. Et donc voilà,
C'est pour ça que je te dis, j'ai travaillé sur la moto parce que je prenais du plaisir à rouler, à répéter les gammes, à faire des belles glisses, tout ça. Et surtout à l'époque Sera-Husqvarna, où là j'ai vraiment atteint un niveau de pilotage qui était bon. Mais après, toutes ces années enduro avec Yamaha, même championnat du monde, je forçais un petit peu en début d'année, un peu plus d'entraînement. Mais après, c'était vraiment léger en entraînement. C'était pas, et c'est pour ça, je pense, que j'ai réussi à rester longtemps dans ce business parce que je ne me suis pas cramé. C'est-à-dire que si tu as besoin pour la tête et pour performer, d'avoir un niveau physique super haut, il faut t'entraîner et faire de l'entraînement physique constamment. Au bout d'un moment, la motivation, tu la perds et tu deviens moins performant. Donc, je pense que j'ai eu la chance d'avoir un don, de savoir l'entretenir juste ce qu'il fallait, mais jamais me cramer à l'entraînement de trop. Juste rouler pour le plaisir, entretenir la technique. Et c'est souvent en championnat de France ou même en mondial, je commençais la saison, je prenais une petite déculottée. Ah, j'ai dit merde. Et là, pendant 3 semaines, un peu plus de moto, retrouver le feeling. Et puis après, c'était bon pour la fin de la saison. Mais j'ai réussi à avoir le bon feeling et à faire le bon dosage d'entraînement sans trop se cramer. En tout cas, c'était mon fonctionnement et ça marchait. Mais carrément, mais ce qui est marrant, c'est que souvent, dans tes phrases, tu dis « j'ai eu de la chance ». Alors, tu ramènes beaucoup à ça. Maintenant, je vais te faire un paradoxe. C'est quand même incroyable. Dans toutes les disciplines où tu es passé, tu as été le meneur et que les gens se calaient sur toi. En enduro, on m'a expliqué qu'à l'époque, en fait, tu avais l'assistance du soir et l'assistance du matin. Ouais. À l'époque, c'était les pilotes qui faisaient beaucoup plus la mécanique. Ouais, exact. Ouais. Et que c'est arrivé plein de fois que tu mettes ta moto sans le pneu avant. Ouais. Pour le mettre au dernier le matin et faire un choix de pneus de stratégie différente avec les autres. Donc déjà là, tu étais un meneur. Ouais, un peu. En fait, ça m'est arrivé de rentrer le vendredi soir, parce qu'il n'y avait pas de super spécial comme c'est maintenant. Le vendredi soir, la moto avec un pneu. Et je savais que le samedi matin, on avait 10 minutes avant le départ, j'allais rechanger. C'est-à-dire que tout le monde guettait ce que je mettais comme pneu pour le week-end. Et le samedi matin, avant de partir, mon mécano, mon suiveur, cachait vraiment notre action. Et je rentrais dans le parc fermé, dans le pré-parc avant le départ, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais pré-parc, je ne sais pas si on a encore ça maintenant. Parc d'assistance. Oui, mais avant le départ, on avait 10 minutes. 6 jours, tu l'as. Et donc, c'était comme ça. Et là, il y avait mon mécano qui arrivait en courant avec la machine à bib, avec un nouveau pneu, et je changeais de pneu, et là, tout le monde était baisé. Ah oui, parce que personne n'était prêt à changer. Et donc, je partais à l'enduro, à la première journée, avec un pneu différent des autres. Donc, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui étaient des moutons. Ils savaient que j'étais parmi les meilleurs et ils suivaient ce que je faisais. C'est comme en navigation, ils me suivaient. En enduro, ils faisaient comme moi, sauf que j'en avais un peu marre qu'ils me suivent aussi. Et même en enduro, on a fait des petites ruses en changement de pneus au dernier moment. Et oui, ça, on me l'a expliqué. C'était marrant. Mais bon, après, tu vois, en rallye, tu étais meneur et après, en voiture, carrément, tout le monde se cale à toi. Il n'y a pas de secret, en fait, au final. Non, mais quand je dis j'ai eu de la chance, c'est pas que j'ai vraiment eu de la chance, mais en fait, je pense que j'ai fait les bons choix au bon moment. Les bonnes opportunités se sont ouvertes, je les ai saisies et tout s'est bien enchaîné. Mais de la pure chance, j'en ai pas eu. Alors, j'ai peut-être gagné une ou deux courses sur j'étais deuxième et le mec il a un problème mécanique au dernier moment. Ça, c'est de la pure chance. Ça arrive, ouais. Mais non, globalement, j'ai eu des belles opportunités, je les ai saisies. Et ça s'est bien goupillé, mais tu ne gagnes pas 14 Dakar avec de la chance, c'est sûr. Alors après, on va parler un peu, c'était une autre époque, mais avec Laurent qui m'expliquait, parce que Laurent, je passe beaucoup de temps avec lui de temps en temps, donc il m'explique un peu des anecdotes. Il m'avait expliqué, je crois que c'était un Grand Prix en Hollande, dans le sable, donc j'en ai pas énormément vécu. Mais vous, sudistes dans le sable, c'est pas non plus l'Amérique. Non. Et alors, je sais plus si c'était un 6 jours ou une. Je pense que ça devait être en Hollande, à Assen, des 6 jours à Assen, ou quelque chose comme ça, je pense. Et dans la douleur. En fait, moi j'ai eu fait les 6 jours dans le sable meilleur non hollandais. Non mais c'était ça en fait. Ouais. C'était ça. T'étais content quand t'étais meilleur hollandais, non hollandais, c'est-à-dire qu'on se bagarrait avec les Suédois qui roulaient quand même pas mal dans le sable, il y avait les Italiens, il y avait quelques Espagnols. Et je me rappelle, je crois que j'ai fait mon meilleur résultat sur des 6 jours en Hollande
j'ai dû faire entre 5 et 10 au scratch et meilleur non hollandais. Pas mal. C'était déjà pas mal. Ouais, et c'est des mecs, en fait, un peu comme Stefan Evers a fait un jour les 6 jours au Brésil dans le sable. Ben, il y avait les crossman hollandais qui faisaient les 6 jours et ils nous atomisaient. Ah mais complet. Ils nous atomisaient, on n'avait aucune chance. Mais par contre, on profitait bien de la vie là-bas. On allait traîner à Groningen avec le grand. Je sais pas si tu connais. En fait, il m'a expliqué qu'un jour, tu étais dans le dur. Et du coup, tu savais plus le... Parce que vous avez des problèmes de pneus ou un truc comme ça, vous n'avez pas le bon pneu dans le sable ou je sais pas quoi. Et du coup, le grand, il dit vas-y, fais comme moi, tu vois, ça va te détendre, tu iras mieux le lendemain et ça va empirer la situation. Non, on était super bons. Ah ouais? Non, mais avec le grand, mais j'ai fait quelques dérapages pour suivre Laurent dans ses excès. Et je suis quand même revenu très vite dans les rangs. C'était pas ma façon de voir la vie. Donc, mais avec Laurent, ça a déraillé quelques fois, forcément. Mais bon, on se rappelle, on faisait partie de l'équipe de France ensemble. À l'époque, il y avait Esquirol, des mecs super sérieux. Tous les soirs, ils mangeaient à 7h, à 8h, ils étaient dans leur chambre. À 8h30, ils dormaient. Et nous, la soirée commençait. On mangeait avec l'équipe de France et après on se cassait. Ah, c'était bon ça. Et on allait faire les cons jusqu'à point d'heure. On rentrait à 3 du mat et le lendemain on mettait ce qu'on pouvait quoi. Donc non, c'était... Ah, c'est bon ça. On mangeait pas des graines à l'assistance non plus. On mangeait un peu de saucisson, un peu de pâté et voilà. Donc on était, ouais, on a profité. Enfin vraiment on a passé des bons moments en enduro, en équipe de France. C'était vraiment... Moi, il m'insultait parce que je prenais jamais de banane. Parce que tu joues l'équipe de France, c'est une course d'équipe, il faut que tu emmènes une bougie, quelques outils. Je dis ouais. Et avec la YAM, je faisais jamais rien. Et donc à la fin, je prenais une banane, je me la remplissais de chiffon pour que les managers ils soient contents, mais j'avais rien dedans. C'était c'est bon, c'est incroyable. On a vécu des bons moments. Et après, voilà, il y a un truc, je pense que les gens ne se rendent pas compte, c'est que tu as enchaîné une année Dakar, Gilles Lallet et le fameux Touquet que tu as expliqué tout à l'heure. Physiquement. Alors, toi qui nous parles que du coup, il faut s'économiser, tu t'économises comment? En plus, les deux courses, bon, le Dakar, c'était ma spécialité. Mais quand tu rentres du Dakar, tu as combien de jours pour c'est ça, c'est pour ça que la Gilles Lallet et le Touquet, ça n'a jamais été ma priorité. Surtout que, en fait, même sans parler que c'était très proche du Dakar, j'ai jamais aimé trop les enduros durs. L'enduro un peu extrême, pousser la moto, la laisser tomber dans les cailloux. J'aime bien avoir une moto qui était toujours magnifique, les pots pas cabossés. Donc l'extrême, mais j'avais toujours dit, la Gilles Lallet, pour les jeunes qui ne connaissent pas, la Gilles Lallet, ça a été une des premières, je pense que c'est la deuxième enduro extrême qui a été créée. Le premier, c'est Roof of Africa, au Lesotho, qui est une course vieille de 30 ou 40 ans, je ne sais pas. Et après, la deuxième course d'enduro extrême qui a été créée, c'est la Gilles Lallet. Et j'avais toujours dit, tant que je me sentirais capable de la finir, pas la gagner, en hommage à Gilles Lallet, qui était un de mes meilleurs copains, je la ferai. Donc j'y allais tous les ans et je la faisais comme je pouvais. Quoi. Mais c'est quoi ton meilleur résultat? En fait, t'as pas suivi cette histoire? Si, mais je veux savoir de ta bouche. Alors de ma bouche, une année, il neige beaucoup. Et le matin, je crois que je gagne l'enduro de sélection. En fait, la Gilles Lallet classique, ça partait le matin, 300 enduristes. On faisait un enduro traditionnel et sélection et ils gardaient les 100 premiers pour la course de l'après-midi. Et la course de l'après-midi, c'était une boucle unique, pas comme l'extrême, la laisse extrême maintenant où tu fais plusieurs tours. C'était une boucle unique qui devait faire peut-être 100, 150 km et des difficultés qui s'enchaînaient, Bourbier, Montée, Pierrier. Et cette année-là, il neige et les organisateurs commencent à couper des morceaux parce que ça allait être trop dur. Et ça devient, d'un seul coup, ça devient plus roulant que d'habitude. Et donc, ça correspond un peu plus à mes qualités, tu vois. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je me retrouve en bagarre pour la première place. Et je commence à voir les lueurs de la côte du Corbeau Noir au loin. Je me dis, putain, l'arrivée, elle n'est pas loin. Et j'étais deuxième derrière Charbonnel. Et là, je mets un peu de forcing et je double Charbonnel, qui était en tête, à quelques kilomètres de l'arrivée. Et en fait, j'attaque cette côte du Corbeau Noir premier. Je monte et c'est un sillon comme ça, jusqu'à 30 mètres, même pas 20 mètres du sommet, pof. Charbonnel arrive, il monte dans un sillon parallèle, pof, il s'arrête à côté de moi. Et on est chacun dans deux ornières qui montent et là, ça monte tellement raide
toi, personnellement, tu ne peux plus rien faire. C'est que le public qui te pousse. Alors, je me rappelle, on mettait la moto au point mort, on mettait des grands coups de gaz. Allez les gars. Et ça pousse et ça tire. Et les deux ornières qui montaient se rejoignaient en une et on arrive dans une ornière, épaule contre épaule. Et je me rappelle, il y a des photos. Il y a Charbonnel, il me met le coude dans la gueule comme ça. Donc, c'est une bagarre de rue, si t'aimes mieux. Et là, tu es à 5 mètres du sommet et c'est l'arrivée, celui qui va gagner la Gilles Lallet. Et d'un seul coup, il y a une corde qui arrive du sommet, qui s'accroche au guidon de Charbonnel et il monte. Il le tire et là je me dis, ben merde quand même. T'aurais pu gagner la course, tu méritais et là tu viens de te faire niquer. Pour moi c'est bon, je vais passer la ligne d'arrivée, je fais deuxième. Effectivement, après, une fois que Charbonnel est tiré en haut, il m'envoie le grappin, il me tire et j'arrive 15 secondes après lui. Et là, sur le podium, il y avait un podium en haut de la côte du Corbonnoir et Catherine Lallet dit « Ouais, arrivée fantastique, on ne peut pas faire autrement que de mettre les deux pilotes ex aequo, c'est le public. » Moi, je dis « Bon, allez, je reprends un peu le sourire. » Je me dis « Tu viens de te faire niquer, mais en fait… » C'est pour la bonne cause. Ouais, à la fin, la femme de Gilles Lallet décide qu'on est ex aequo. Je me rappelle, il y avait… TF1, Automoto qui était là, on fait les interviews et là je dis bah oui écoutez on mérite autant l'un que l'autre, tout ça et on fait tous les interviews comme si on était premier ex aequo. Et le lendemain matin il y a la remise des prix officielle et tu sais que le directeur de course de la Gilles Lallet à l'époque c'était Jean-Pierre Domergue qui était président du club de Charbonnel. Et là il m'appelle dans la chambre, il me dit écoute il y a la remise des prix dans 1 heure mais on ne peut pas te mettre ex aequo. Parce qu'à la fédération, il n'y a pas d'ex aequo. Ah, je dis, bah les gars, vous allez tous vous faire enculer. Peut-être pas comme ça qu'il faut parler, mais… Et en fait, je crois que je ne suis même pas allé à la remise des prix parce que je trouvais ridicule qu'on avait fait tous les interviews et que voilà, et puis à la vraie remise des prix… Non, mais le geste, tu arrives au pied de la montée, ça se finit comme ça, c'est pas cool. Non, mais je comprends. Et sur les tablettes, en fait, sur les résultats officiels, c'est Charbonnel qui gagne et moi je fais deuxième. Mais cette année-là, je méritais autant de gagner que lui. En fait, à Vesoul, tu n'as pas beaucoup de supporters d'enduro. Non. C'est ça le problème. T'as compris? Non, mais il y avait les bus de supporters de monde qui arrivaient et ils étaient tous là pour aider pour Charbonnel. Donc voilà, mais à la limite, c'est pas très grave parce que la Gilles Lallet, normalement, j'avais pas les qualités pour gagner une vraie Gilles Lallet dans des conditions très dures. J'avais pas les qualités, c'était pas ma course. Alors que Roscoe, lui, il s'entraînait pour ça, Charbonnel, il s'entraînait pour ça. J'ai eu la chance de pouvoir la gagner parce qu'il y avait de la neige et qu'ils avaient coupé des morceaux. Mais, oui, mais tu as su être opportuniste, être au bon endroit. C'est ça. Et du coup, après, le lendemain, tu t'occupes de faire… Non, c'était pas la même année. Ah, c'était pas la même année. L'année où j'enchaîne Gilles Lallet, Touquet, en fait, on termine sur les 300 au départ, on termine à 4. Et là, je fais 3e. Non. Si. Et je sais pas si tu te rappelles pas, Arnaldo Nicoli. Oui. Qui fait, Nicoli. Ouais, il fait 4e. Alors, je sais plus, c'est peut-être Cyril Esquirol qui gagne. Je sais plus qui gagne. Moi, je fais podium, 3e. Et en même temps, avant-dernier, puisqu'il n'y a que 4 à l'arrivée. Donc, et là, non, mais pour la petite histoire, j'étais sponsorisé par Guronzan. Je sais pas si tu connais. Oui. Et moi, on m'a dit des anecdotes qu'au Dakar, les premières années, tu faisais Guronzan, somnifère et tu maîtrisais tes sommeils comme ça. Là, sur la Gilles Lallet, le problème, c'est que 2 Guronzan le matin, 2 Guronzan à midi, 2 Guronzan à 4 heures, et puis encore 2 à 8 heures pour attaquer la nuit. Et donc, j'arrive, je termine 3e. Le temps de faire les interviews, je vais au lit, il est minuit. Et là, je me couche. Et là, avec 8 Guronzan dans le cornet, toute la nuit, c'est… Et à 5 du mat, le réveil, il sonne. Et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et là, il faut prendre l'avion, jet privé pour aller au Touquet. Et on arrive au Touquet, la moto avait déjà passé le contrôle. Et là, tu es un peu fatigué quand même. Je pars dans les 10 premiers, bien avec une 500. Je fais le premier virage, je tombe. Je me couche moi-même, pas. Je relève la moto, il y en a un qui arrive, qui percute, qui me la fait recoucher. Et là, ça dure. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? C'est la guerre. Je mets je sais pas combien de temps à relever la moto avant de repartir. Et puis bon, je finis le Touquet un peu dans la douleur. T'as fini, carrément. Oui, entre 10 et 15. Mais c'est un miracle.
Mais la fin du week-end, j'étais mort, quoi. J'étais détruit et j'ai dû mettre 15 jours à m'en remettre parce que sur 24 heures, c'est quasiment, sur des courses d'une journée, c'est quasiment la Gilet, c'était la plus dure, le Touquet, c'est quand même un morceau, et donc ça m'avait quand même bien assommé. Ouais, mais bon, c'était Après, ceux qui ont gagné le Touquet, c'était De Mester, et celui qui a gagné la Gilet, c'est justement, je me rappelle maintenant, c'était Esquirol, ils n'étaient pas contents. Parce que médiatiquement, tu les massacrais. Tout le monde avait, je me rappelle, on avait des journalistes de Moto Vert dans l'avion privé qui m'avaient suivi le week-end complet. Donc il y avait eu beaucoup de reportages autour de moi et ça avait un peu occulté les vainqueurs de chaque épreuve. Donc ils n'étaient pas très contents. Mais du coup, ouais, sportivement, ça restait un truc de fou. Parce que entre le Dakar. La Gilet, il se passait. Non, moi je m'en rappelle plus. C'était peut-être un peu plus décalé quand même. Il y avait peut-être 3 semaines à moi. Sincèrement, je ne me rappelle plus. Mais c'est sûr que je ne m'y préparais pas beaucoup, quoi. Le Touquet, cette année-là, c'est sûr que je ne m'y étais pas préparé. Et la Gilet, peut-être un petit peu à rouler autour de chez moi à Vesoul dans des conditions un peu extrêmes, mais pas énormes, c'est sûr. C'était sur le talent, tu y vas sur l'énergie, le mental et un peu de talent, effectivement. Et du coup, ça a été qui vraiment ton plus gros rival dans toutes ces années? En enduro, tu parles ou en... Ouais, en enduro. Alors en enduro, il y a Gio Sala, Giovanni alors. Bah oui, en 97, la bagarre, elle est jusqu'à la dernière manche, la dernière journée. C'est un truc de fou parce qu'en fait, c'est tout l'opposé de toi. Ah bah, c'est une machine physique, les pieds au-dessus de la selle et reste à fond. C'est ça. C'était ça et ça se jouait dans le sable en Suède et Finlande. Et je crois qu'il avait vraiment la pression, on se bagarrait à quelques secondes et il est monté au-dessus du guidon. Et ça s'est terminé comme ça. Donc, mais bon, ce qui me faisait marrer à l'époque, c'est qu'il y avait déjà un team officiel KTM super structuré, semi-remorque, tous les pilotes de différentes catégories qui étaient alignés, ça faisait déjà sérieux. Et nous, chez Yamaha, c'était un programme fait par Yamaha France. J'avais petit fourgon. Même pas un fourgon, on avait un Vito à l'époque, 2 motos, avec une caisse d'assistance, la moto de mon suiveur et la mienne. Moi, j'arrivais en avion, voiture de loc, et eux, ils se déplaçaient suiveur et mécano dans un petit Vito. C'était la seule structure qu'on avait, c'était un Vito. Incroyable. Et voilà, un suiveur, un mécano. Le Vito qui faisait les différents points d'assistance, parce qu'à l'époque, c'était c'était au moins 2 points, voire 2 départs plus 1 ou 2 points. Et il se déplaçait sur les points. Et j'avais un suiveur qui était super bon, que j'ai revu ici, au Salon de Lyon, qui est venu, qui faisait les repérages. À l'époque, les suiveurs avaient le droit de repérer les liaisons. Ah oui, ok, d'accord. Donc le vendredi, ils allaient faire le tour, ils savaient où il allait me recourir. Déjà, ils avaient le droit pour vérifier les temps des CH, pour nous dire si ça allait être serré ou pas. Et en plus de ça, ils voyaient tous les endroits où ils pouvaient recouper. Donc à chaque carrefour possible, je le voyais. Ok. Ouais. Je le voyais. Donc, cool. Donc on ne pouvait pas faire moins en team, mais on était super efficace. Ah mais c'est top, ouais. Ouais. Alors, maintenant que tu parles de voiture de location, c'était une autre époque. Toi, à cette époque-là, Yamaha Sonoto, tu roulais en voiture de fonction. Ouais. Ouais, alors là, c'est de la chance. Ouais. Alors, Vous avez fait de la merde. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, on m'a expliqué... tu avais fait l'Australie 6 jours en Australie? Non, 4 non. Il y a eu de la tôle froissée pendant toutes ces années. Ouais, alors déjà, quand je te dis la chance, pour resituer les jeunes qui comprennent, qui connaissent pas qui comprennent pas, Sonoto, c'était un regroupement d'importation qui importait Yamaha, Porsche, Mitsubishi et la marque Chrysler. Ok. C'était le même importateur qui s'appelait Sonoto. Le parallèle quand tu es passé à la voiture et Mitsubishi, c'était grâce à Sonoto? Non, rien à voir. Ça veut dire qu'à 23 ans, j'étais chez Yamaha, ma voiture de fonction, c'était une 911, une Porsche 911. On avait pour faire l'assistance un Chrysler Voyageur ou un Pajero ou des choses comme ça, mais pour le pilote, voiture de fonction, Porsche 911. Il y avait Tefli qui était à l'époque en motocross, lui aussi il avait une Porsche. Ça n'a pas duré très longtemps parce que le sudiste il faisait un peu le bordel, mais le pilote du Dakar, il a eu sa Porsche pendant 10 ans, une voiture de fonction, et à 23 ans, tu fais la course que tu as rêvé, le Dakar, l'enduro, on te donne les clés de la voiture, on dit que tu veux quoi comme prochain modèle? Une bleu marine, une noire,
tous les 6 mois, on changeait, on avait la porte. Incroyable. Donc, et après, il y a eu un peu une crise chez Yamaha, chez Sonoto, ils nous avaient arrêté de nous donner des voitures de fonction qui étaient des Porsche, on a récupéré des Mitsubishi. Ok. Et là, ça m'énervait un peu parce que ça descendait en standing. Et je me rappelle avoir fait des reconnaissances de spécial, de cross finale des 6 jours avec la Mitsubishi Galante. Je l'avais ruiné la caisse parce que j'étais contrarié de ne plus avoir une nouvelle voiture. Je leur rendais pourri la voiture. Mais parce que, Bon, on était gâtés quand même. oui, mais ton passage à la voiture après, Ouais. donc tu as appris à conduire déjà comme ça. Mais en fait, moi, on m'a expliqué que tu allais repérer les spéciales, mais entre les spéciales, il y avait des chronos. Ah ouais, bah oui. Surtout au trèfle. Parce que tu connais le trèfle derrière, il y a 14 spéciales au total, donc qui sont un peu écartées les unes aux autres. Et en fait, j'ai souvent eu, là c'était plus des voitures de fonction, mais j'étais pilote officiel Mitsubishi et j'avais un Pajero et une Lancer. Et là, on s'est régalé. On allait d'une spéciale à l'autre. En fait, on faisait une spéciale entre chaque spéciale d'enduro. Entre chaque spéciale à repérer, on faisait une spéciale avec la Mitsubishi. Et c'était sympa quand même. Ouais. On n'a pas eu d'accident, tout s'est bien passé. Donc, Mais qui c'est du groupe qui avait tordu une caisse en Slovaquie, ou un truc comme ça, ou dans les pays de l'Est, on m'a expliqué. Ah, c'est moi, là, c'est une Mercedes. En Pologne, je crois. Ah, tu vois, j'en sais un peu des choses. Avec Kiki Boulet. Bon, en fait, c'est pas de ma faute. Là, on roule tranquillement, on rentre du paddock. Non, je te promets. On rentre tranquillement. Quand on dit t'es bourré comme un Polonais. Ouais. En fait, on rentre tranquillement avec une Mercedes AMG, une belle voiture. Et on roule sur une route linéaire. Il y a un Polonais qui est en face, qui attend pour passer un angle droit. Et en fait, il démarre. Il démarre quand j'arrive. Et donc, on le percute. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas d'assurance. Et grosse galère. Donc moi j'étais arrivé aux 6 jours en Pologne avec une belle voiture classe, tu vois. Et j'ai terminé les 6 jours en allant louer une Skoda de l'époque. Hein. Mais les Skoda de l'époque, c'est pas les Skoda d'aujourd'hui. Ouais, c'est une Donc c'était un truc comme ça là. un peu moins glorieux, mais on a fini comme ça. Et en fait, le mec il était bourré, il n'avait pas d'assurance. Et un peu la galère, mais c'est une année où j'ai gagné les 6 jours au scratch quand même. Ah, bien. Ouais. C'était ça. Non, mais du coup, c'était vraiment cool d'avoir. On pourrait attaquer sur la voiture aussi. Ouais. On va rester tranquille. C'est ça, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour tes anecdotes, ton vécu, ton expérience et ton analyse. Ouais. Parce que malgré tout, tu restes une légende de l'enduro. Et j'aime bien le savoir, donc c'est cool. Alors, ce que je vais te proposer, Dis voir. c'est qu'on va refaire un épisode. Tu vas m'apprendre à rouler dans l'herbe. Tu crois qu'on fait ça? Ouais. Je crois que j'ai perdu la technique déjà pour t'apprendre. Moi, j'ai jamais été pédagogue, contrairement à toi. Mais non. Je suis pas pédagogue. Je suis un très bon élève. J'écoute très vite ce que le professeur dit. Ok. Et moi, je t'apprends à prendre une ornière. ornière. Ouais, mais tu me prêtes tes genoux pour faire ça? Mais non, on ne sort pas la jambe. Ouais, si tu veux. Si tu veux. Bon, merci beaucoup. Avec Stéphane. plaisir. Et au plaisir. Je vois que tu connais l'histoire de l'enduro et des vieux pilotes.